à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Je sais tes podcasts, votre émission 100% tennis. Je suis heureuse d'être de retour dans vos oreilles après une semaine de repos. Je dois avouer que l'European Open m'a un peu mis sur les rotules, mais je suis surtout en joie, comme vous tous certainement, de retrouver Philippe Dehaze, mon acolyte sur ce podcast. Salut Phil. Tu es en joie, Christelle. En joie. Qu'est-ce que c'est bien dit. Eh bien, je suis en joie aussi, Christelle. Bonjour, comment ça va? Ça va, écoute, ensemble, on va décrypter ce qui s'est passé cette semaine, la semaine dernière au Masters 1000 de Paris, où Jannik Sinner a été sacré. Et il retrouve par la même occasion son trône de numéro 1 mondial. On prendra aussi la direction de l'Arabie Saoudite où se déroule jusqu'à ce week-end le Masters féminin. Avant de lancer les débats, Phil, je voudrais prendre le temps de vivement remercier Maxime Descamps qui m'a aidé à préparer ce podcast. Merci également à la société Caspian Tradition, importatrice de caviar iranien en Belgique, que je suis ravie de compter comme sponsor. Merci beaucoup à vous tous d'être à l'écoute et c'est parti. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Phil, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. C'est de ta faute, tu ne me parles plus. Tu as de plus en plus de succès, de plus en plus de followers et voilà. La vie à Paris te plaît ? La vie à Paris me plaît. C'est la vie à Paris. Bon, c'est pas non plus le plus... La journée d'entraînement, c'est plutôt chouette. Après, le soir, tu sais, on se retrouve dans ce centre d'entraînement, donc c'est pas non plus le plus excitant, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Mais bon, ça passe par là. Et tu ne vas pas un petit peu retrouver des animations parisiennes Non, absolument pas. Non, pas du tout. T'es sérieux ? Complètement. Mais donc, t'étais au Masters de Paris ? Oui, évidemment. Tu vas pouvoir un peu nous partager quelques anecdotes. J'aimerais bien, mais j'en ai pas vraiment beaucoup. On était 2 jours. J'étais vraiment impressionné par le cadre. Ah oui, de la nouvelle... Ouais, de la nouvelle salle. Le spectacle, le show, l'entrée des joueurs, c'est vraiment somptueux. T'as pu faire la différence entre ce qu'il y avait avant et Non, maintenant ? alors j'avais été à Paris-Bercy, mais c'était avec Christophe Ligon, je crois, en 2006, où il était qualif. Ouais. Donc je me souvenais plus du tout de la salle de Paris-Bercy, mais ici c'est vraiment exceptionnel. Et tu connais les raisons pour lesquelles ils ont dû changer de cadre ? Oui, des normes de l'ATP. Le site ne correspondait plus aux normes, donc pas assez de terrain. Ils ne savaient pas rajouter un terrain en plus. Des normes de hauteur aussi qui ont changé, donc la salle était devenue un tout petit peu trop petite. Et là maintenant, ils disposent de combien de terrains ? Alors c'est assez phénoménal. Je crois qu'il y en a 4. Ils jouent le tournoi sur 2 ou 3 terrains. Non, c'est très très grand, c'est très très beau. Alors les anciens regrettent un peu le côté feutré qu'il y avait à Bercy. Et puis c'est toujours comme ça quand il y a un historique par rapport à une salle qui est là depuis très longtemps. Pour faire un parallèle, c'est quand le Arthur Ashe a été construit à l'US Open. Avant, on jouait sur l'ancien central, tu vois, avec les avions qui passaient au-dessus. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de toute cette polémique. Ouais. Tout ça, ça a été modifié. Donc quand il y a eu ce fameux basculement, ce fameux changement, bon, voilà, mais sinon, il n'y a rien à dire, c'est superbe. C'est toujours une période particulière de l'année, cette fin après la tournée asiatique. On vient chercher les derniers points en vue de la qualification pour Turin, mais les organismes sont quand même vraiment fatigués. Mais c'est le dernier Masters 1000 qui compte. Oui. Donc, mais voilà. Je trouve très bien, on en reparlera tout à l'heure, que Auger Aliassime, par exemple, n'est pas tombé dans le piège de la course au point. Il s'est dit, je vais faire attention à mon corps, à mon physique, et puis on verra bien. Plutôt que se battre jusqu'au bout et puis arriver en début d'année et se blesser très tôt dans la saison. Alors Jannik Sinner s'est imposé dans ce Masters de Paris. 7 semaines après avoir cédé son trône de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz, il a récupéré sa couronne à l'issue de ce Masters 1000 de Paris. Il a remporté la finale face à Félix Auger-Aliassime, 6-4, 7-6. C'est le 5e Masters 1000 qu'il s'adjuge depuis le début de sa carrière, le premier cette saison. Il est désormais le 5e joueur le plus titré en Masters 1000 parmi les joueurs actifs. Seul Novak Djokovic compte 40 titres en Masters 1000. Alcaraz 8, Zverev 7 et Medvedev 6. Donc ils ont plus de victoires que lui. C'est sa 26e victoire consécutive en indoor. Il est invaincu depuis février 2024. Qu'est-ce qui fait
de lui file un si bon joueur en intérieur? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, en intérieur, il y a peu de variations de température, pas d'éléments externes qui viennent perturber le jeu. Température, vent, faux bond. Donc le jeu à l'intérieur est très stable. Mais ça, c'est pour tout le monde. Oui, mais lui, on sait que il fait preuve d'une très très grande précision, et que donc cette stabilité accroît encore un peu plus ses performances. Ça, c'est un élément. Après, bien sûr, son revers très puissant, il n'a pas le coup droit qui est le plus lifté non plus, donc il frappe très très fort, et tout ça à l'intérieur, c'est efficace. Mais plus que ça, parce qu'il est invaincu et presque imbattable, et après que ce soit en indoor, en outdoor, il est très très fort. Et donc, parce que je savais que tu me poserais la question, j'ai cherché à comprendre, en regardant un peu les statistiques, ce qui justifie le fait qu'il soit imbattable. Et donc, j'ai 2-3 petites questions pour toi. Oui. Par exemple, dans le jeu moderne, quel est le pourcentage de points qui se termine sans qu'un des deux adversaires prenne l'avantage? Donc, il faut savoir qu'il y a 3 options possibles. Soit le joueur est en position d'attaque, soit le joueur est en position neutrale, soit le joueur est en position de défense. Oui. Il n'y a pas d'autre schéma que celui-là. 1, 2 ou 3. Dans la position neutre, les 2 joueurs sont dans la position neutre. Combien de points se jouent et combien de points se gagnent ou se perdent dans cette position-là, sans qu'il y ait un des deux qui prenne l'avantage? Moi, j'imagine pas beaucoup, puisque leur but est tout le temps de trouver dans la zone... Je dois te donner un pourcentage? Tu me donnes un pourcentage. Je sais pas, 40%? Bravo. Je suis trop forte. Oui, vraiment, c'est très très bien. C'est 40%. Mais tu trouves que 40%, c'est pas beaucoup? Ça veut dire que presque 1 point sur 2 se gagne ou se perd, alors qu'il n'y en a pas un qui attaque. C'est fou, ça. On dit oui, le tennis moderne, c'est frapper comme des mules, c'est faire des points gagnants, mais 1 point sur 2 se termine sans qu'un des deux ait pris l'avantage. Et c'est là où Sinner est bien plus fort que tous les autres. Donc, j'ai comparé Sinner et Mpetshi Perricard. C'est 2 joueurs mais diamétralement opposés, mais dans les statistiques, c'est intéressant. Deuxième question, mais ça, tu l'as vu parce que c'est Federer qui en a fait une vidéo. Combien de points il faut gagner en termes de pourcentage pour gagner le match de tennis? Combien de points tu dois faire pour gagner ton match? Oui. Minimum 50%. Minimum 50%. Mais si tu en fais 51, tu es sûr de gagner le match. Ouais. Donc ça veut dire que tu perds presque 1 point sur 2. Ouais. Tu vois, donc de nouveau, dans la construction des joueurs, dans l'attitude à avoir, on s'enflamme parce qu'on perd des points, on se frustre parce qu'on perd des jeux, mais c'est pas grave. Le tennis, c'est perdre 1 point sur 2. Donc c'est 51, on va dire 52%. Sinner, il est à 54%. Donc il gagne plus de points que tous les autres. Il joue 50% des points dans la position neutrale. Et je l'ai noté ici, enfin, je ne sais pas moi qui l'ai noté, dans les 50% de points qu'il joue, il en gagne 59%. Je vais prendre Mpetshi Perricard parce que c'est un peu atypique. Lui, il joue 34% des points dans cette position neutrale et il gagne 44% des points. 44-59. D'accord ? En position d'attaque, Sinner, en majorité, donc on a fait ça sur une 50aine de matchs, il est 27% du temps en position d'attaque et il gagne 76% des points. Mpetshi Perricard, 32%, il est un peu plus attaquant, mais il gagne 68% des points. Et en défense, il est 23% du temps en défense, et quand il est en défense, il gagne 37% des points. Donc ça, c'est intéressant pour ses adversaires aussi. Oui. Un Mpetshi Perricard, quand il est en défense, il gagne 26% des points. Et quand tu le compares face à des attaquants ou à des contreurs, chaque fois quand tu vois les statistiques, il est meilleur partout. Il défend mieux, il est plus solide et il attaque mieux. Donc, c'était pour répondre à ta question, il est imbattable, oui, à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Il est tout simplement le meilleur joueur du monde quand tu analyses les chiffres. C'est des chiffres qui viennent d'Infosys, de l'ATP. Alors ça, ce sont des chiffres qui viennent de la Fédération française de tennis, où il y a des gens qui sont vraiment missionnés sur ça. C'est très intéressant parce que moi, je les utilise beaucoup. Les datas, quoi. Les datas pour le développement de mon joueur. Donc, par exemple, ce que j'ai fait, moi, avec mon joueur, on a été au Masters Series. D'abord, pour identifier, comment... Il faut avoir la même vision sur là je suis en position neutrale, là je suis en position d'attaque, là je suis en position de défense. Donc où est-ce que tu te situes? Et puis de comparer les chiffres de Moïse aux meilleurs. Mais alors ça c'est pas très intelligent parce que c'est une étape, on va trop, donc il faut mettre des étapes intermédiaires. Mais de comparer où tu en es sur combien de points tu es capable de gagner en position neutrale
par rapport aux meilleurs. Parce que le tennis, c'est ça, c'est un sport d'opposition, c'est un sport de confrontation, mais il se gagne par la constance et la régularité. La régularité, que ce soit à un niveau inférieur et surtout à haut niveau, c'est la clé absolue pour être bon. Les meilleurs ratent moins. C'est aussi simple que ça. Mais donc la conclusion, c'est que dans laquelle des 3 zones, tu dois être le meilleur? Alors tu dois être bon partout, ou le moins mauvais possible partout. Mais une chose est sûre, puisque souviens-toi ce que je t'ai dit, 40% des points, presque 1 point sur 2, se jouent quand les deux sont en position neutrale. Donc s'il y a un truc à améliorer, et avant tout, même si tu es un attaquant, renforce ta solidité du fond. Parce que sinon ton jeu d'attaque ne prendra pas. Si tu ne travailles pas pour avoir une balle courte, tu ne seras pas un bon attaquant, puisque tu rateras avant de pouvoir attaquer. Et la position neutrale, c'est laquelle? C'est le fond fond du terrain, où le joueur joue, par exemple, basique, un joueur serre, l'autre joueur retourne, une frappe en diagonale, une deuxième frappe, une troisième frappe, out, filet, à côté. Tu vois. Et la position défensive, alors, c'est loin derrière. Quand on est exactement. C'est pour ça que c'est une très bonne question. Il faut définir une position défensive. C'est un joueur qui monte à la volée, par exemple, et il faut tirer un passing à droite ou à gauche. Là, je suis complètement en défense, tu vois. Et inversement, la position d'attaque, c'est celle où le joueur est en train de courir vers le filet. C'est très intéressant, tous ces petits devoirs que tu as préparés. Oui, mais ça montre qu'en fait, et après, on n'a pas le temps de le faire ici, mais tu as les stats contre... tu as les statistiques générales, et puis tu as les stats contre un attaquant et les stats contre un défenseur, tu vois, ou un contreur. Et alors, c'est plus ou moins la même chose, mais ça varie quand même un tout petit peu. Oui, parce que ce serait intéressant de voir où Novak se situe, par exemple. Eh bien, je l'ai. En termes de défense. Il faut juste que je retrouve mes petites feuilles. Tu es extraordinaire, regardez ça. C'est pire qu'un examen qu'il a préparé ici. Hein. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Mais oui, sauf qu'ici, je n'ai pas la bonne feuille. Je reviens. Oui, parce que ce serait intéressant de savoir comment Djokovic se comporte face à des attaquants, puisque c'est un tel défenseur. Djokovic contre les attaquants. Il va jouer 46% des points dans cette position neutre, 26% il sera en position d'attaque et 28% il sera en position de défense. Quand il est dans cette position neutre qui est la sienne, puisqu'on peut dire que Djokovic est un contreur, il gagne 66% des points. Ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de gagner un point quand lui, il a le contrôle du milieu. Ce qui est super intéressant, c'est que quand il attaque, 26% du temps... 26%, c'est rien. C'est rien, mais il gagne 76% des points. Tu vois ? Chaque attaque est concluante. C'est hyper efficace. Et il défend 28% du temps, et là, il gagne 30% des points. Donc ça veut dire qu'il a... Alors c'est contre Djokovic contre des attaquants, Sinner c'est plus général, mais il est à 58% des points gagnés sur le match. Donc il gagne plus facilement, et c'est ce qui explique... Les chiffres sont intéressants en ça, c'est que en fait, tu vois qu'il gagne plus de points dans les fameux 3 compartiments où le joueur peut se retrouver. Et ils sont meilleurs là, sur toutes les surfaces. En indoor, il est invincible. Et il est invincible parce qu'en plus de ça, c'est une surface qui lui convient bien, parce que c'est ce que moi j'appelle une surface stable, tu vois. Tu sais exactement, et tu vois comme il a probablement un des meilleurs jeux de jambes au monde. Et quand il est toujours bien placé avec sa qualité de frappe, sa lecture de jeu, il ne rate pas en fait, tu n'as pas de solution. Il y avait une autre stat que je trouvais super intéressante, le joueur qui gagne le plus souvent 2 points de suite gagne le match. Ah oui. Et ça c'est... Donc s'il y a des professeurs ou des entraîneurs qui nous écoutent, de faire un exercice simple, pendant 1 heure, on joue des points, mais il ne faut même pas les compter. On gagne 1 point à chaque fois qu'on fait 2 points de suite. Et c'est celui qui fait le plus. C'est très simple, mais c'est un exercice qui demande énormément de concentration. Ce qui veut dire qu'à 30 ans, je travaille pour avoir ma balle de break, je fais le break. Ou inversement, à 40 ans, etc. Et souvent, on le voit, les jeux qui... Avantage, égalité, avantage, égalité, avantage, égalité. Tu vois 30, tout à fait. Parce que c'est ça qui est beau dans le tennis, c'est que tu dois... Enchaîner. Exactement. En conclusion d'un jeu. Exactement. Qui est souvent le plus important. On s'égare, mais c'était très intéressant, Phil, tous tes petits chiffres là que tu nous as amenés. Et figure-toi que j'ai rencontré cette semaine au salon Racket Experience Donato Campagnoli, qui est un consultant de la Fédération italienne de tennis, qui parle très très bien le français et qui m'a expliqué qu'il était... parce qu'en fait, j'ai enregistré un podcast d'1 heure avec lui, c'est super intéressant. Il devait relever des statistiques sur les meilleurs joueurs italiens et lui était une de ces personnes qui était missionnée pour déterminer en quoi Sinner était bon
et physiquement, alors qu'il skiait toujours à ce moment-là. Enfin voilà, c'était super passionnant. Je dois monter le podcast. Ce sera peut-être un numéro uniquement pour nos abonnés. Mais voilà, c'était intéressant. Et il disait que Yannick avait énormément travaillé sur beaucoup d'aspects de son jeu depuis cette défaite à l'US Open. On en avait beaucoup parlé, qu'il devait se réinventer, qu'il disait lui-même, j'ai été trop prévisible lors de la finale face à Carlos Alcaraz, il faut que je change. Il n'a pas eu combien? Il a 2 mois et on dirait qu'il a déjà mis en place certaines choses. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il a usé d'un tout petit peu plus de variété ou monté un peu plus au filet? De ce que j'ai vu, je trouvais qu'il faisait du Sinner, tu vois. J'ai pas eu le sentiment qu'il s'était complètement réinventé. Mais j'ai vu 2 matchs donc c'est probablement pas assez. Après, ça demande toujours quand même du temps, tu vois. Oui. Si tu montais, je sais pas, 5 fois à la volée sur le match et tu dis il faut que je monte 9 fois, ça va pas se faire d'un coup de cuillère à peau, comme on dit. Oui. Toi, tu as pensé qu'il y avait... tu as vu un changement flagrant? J'ai pas eu l'impression, mais la personne que j'interviewais d'Italie disait c'est flagrant comment il a, en 6 semaines, mis en place des choses qui l'ont permis d'être aussi bon à Paris. Donc, visiblement, il a... Intéressant. C'est pour ça que je te demande, comme tu étais sur place, si tu as l'impression. Moi, j'ai pas l'impression non plus d'avoir vu beaucoup de changements. Je vais analyser ça lors des Masters de Turin. Parce que là, il sera le grand favori, évidemment. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais pour revenir sur Paris, sur sa route vers le titre, Yannick Sinner n'a pas perdu le moindre set fil. Il est devenu le premier joueur à remporter un Masters 1000 sans perdre un seul set depuis Carlos Alcaraz à Indian Wells en 2023. Et il a notamment écarté un certain Zizou Bergs au 2e tour. Zizou qui a très bien résisté dans la première manche. Il a notamment eu 3 balles de break, mais ne les a pas converties. Et puis le Belge s'est un peu écroulé dans la seconde manche, pressé comme un citron par la rigueur tactique de l'Italien, qui était en contrôle total, excellent au service. Zizou était mis sous pression sur son service à lui et il ne parvenait pas à retourner les mises en jeu de l'Italien. Zizou qui avait battu au premier tour Alex Michelsen en 3-7, 6-3, 2-6, 6-2. Alex Michelsen est le nouveau joueur de Christophe Willigen, ton grand copain, Christophe. Il t'en a parlé? Alors moi, je l'ai appelé parce que ça m'intéressait. C'est un match qui était quand même fun, fun ou pas, mais pour Christophe, mais qu'il a vécu comme un autre match. Il dit que ce n'était pas particulièrement différent pour moi. Mais effectivement, pour Christophe, se retrouver un des premiers matchs de son nouveau joueur face à son ancien joueur, en sachant que ça ne s'est pas très bien terminé avec Zizou Bergs. Mais bon, tout le monde est très professionnel et ça s'est très bien passé pour Zizou Bergs. Il y a quand même cette histoire de moonwalk qui a fait un peu de... Ouais, mais est-ce que ça vaut tout le ramdam que ça a fait? Non, mais bon, il y a Reilly Opelka qui, tu as vu sur les réseaux sociaux, qui l'a allumé. Sur Twitter, il a écrit « Je préfère perdre 6-2 dans le 3e set plutôt que de gagner 6-2 dans le 3e set et faire le moonwalk ». Alors Zizou lui a répondu « Je préfère jouer plutôt que de ne pas jouer les qualifs » parce que Opelka avait déclaré forfait au 2e tour des qualifs. Et puis, il a quand même accepté de jouer dans le tableau final parce qu'il a été repêché comme lucky loser, donc tiens, prends ça. Et puis Kyrgios, alors lui, il a toujours un mot à dire. Lui, il s'est mêlé de leur prise de bec en tweetant réaction faible par rapport à ce que Zizou venait de dire. Voilà, Opelka a encore conclu en disant « Bergs, mon TikToker préféré ». C'est quand même... C'est vraiment des enfantillages stupides. C'est tellement ridicule. La seule chose que moi, je pense par rapport à ça, c'est que de nouveau, le tennis, c'est un sport spectacle et que c'est bien de voir des choses qui sont fun, à l'image du foot, où les joueurs ils font des célébrations permanentes. Dans tous les sports, ça célèbre. Le boxeur qui gagne, il célèbre. Enfin, je veux dire, c'est... Et donc quoi, sous prétexte qu'on est au jeu au tennis, il n'a pas le droit de faire un truc qui est un peu amusant. Moi, j'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est excité comme ça. Parce que il n'y avait rien de choquant. Il a fait 3 pas vers l'arrière. Et parce que Michelsen cassait sa raquette, mais il ne l'a même pas vu. Je crois que c'était au même moment. C'était drôle de voir le contraste. Oui. D'un côté, beaucoup de colère et de l'autre côté, beaucoup de joie. Il était en joie comme toi tout à l'heure. Mais moi, je trouve que c'est ridicule ces échanges sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'encourage Zizou Bergs à continuer à faire ça, parce qu'il est très charismatique, Zizou Bergs. On a besoin de gars comme ça. Il fait du show. Ok, peut-être de temps en temps, il en fait un peu trop, mais honnêtement, je préfère ça que l'inverse.
Évidemment, pour le Masters de fin d'année qui se déroule à Turin, Yannick Sinner sera le grandissime favori en indoor, chez lui, avec l'objectif de garder la place de numéro 1 mondial, parce qu'il y a ça aussi qui se joue. Est-ce que Alcaraz ou quelqu'un d'autre peut l'inquiéter, tu penses? Alors pour rappel, les 8 qualifiés pour le Masters sont Alcaraz, Sinner, Zverev, Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur, et puis, eh bien, ce sera soit Lorenzo Musetti, soit Félix Auger-Aliassime, qui a choisi, tu le disais tout à l'heure, à la surprise générale, de se retirer du tournoi de Metz où il aurait pu assurer sa qualification. Mais il a expliqué avoir pas mal de pépins physiques et ne pas vouloir reproduire les erreurs du passé. Donc si Lorenzo Musetti s'impose à Athènes, il a 250 points et donc il passe devant parce qu'il lui en manque 160, je pense. 160 points d'écart. Donc c'est magnifique. Oui. Mais il y a Djokovic qui est dans les parages à Athènes. Est-ce que Lorenzo Musetti peut battre Djokovic? Alors bien sûr que oui. Maintenant, sur 2-7, Djokovic reste quand même toujours super dangereux. Ouais. Mais ce sera donc soit Musetti, soit Auger-Aliassime. Et c'est vrai qu'Auger-Aliassime, c'est une décision qui est étonnante. Oui, plein de maturité en tous les cas, avec une vraie vision sur le long terme. En tous les cas, une vision sur l'année 2026. Bien joué en Australie. Il a fait une magnifique saison. Il est là, il s'est installé et je pense qu'il a des ambitions très élevé sur les grands chelems. Il ne veut pas se mettre en danger par rapport à ça. Le Master, c'est bien sûr très important, mais je pense que son objectif premier, il n'est pas là pour le moment. Financièrement, c'est un gros manque à gagner, quand même, de ne pas aller au Masters. Pas à ce niveau-là. Pour eux, c'est un peu plus, un peu moins, honnêtement. C'est beaucoup d'argent, mais il en fera beaucoup plus en 2026 s'il gagne l'Australian Open et tu vois, s'il continue à monter. Hein. Et donc, quelqu'un d'autre que Sinner pour le Masters de Turin? Alcaraz, évidemment. S'il impose son désordre, s'il impose son jeu et qu'il retrouve de la fraîcheur mentale, de la fraîcheur physique, bien sûr que Alcaraz peut battre Sinner en indoor. Si la surface n'est pas trop lente non plus, parce que cette surface à Paris était un drame absolu. Oui, en termes de lenteur, c'est la surface la plus lente de toute l'histoire. Alcaraz s'en est plein. Je pense que ce qui l'a fait sortir de son match aussi, parce que pour battre les meilleurs et pour battre Sinner, il faut que la balle, il faut qu'il frappe des coups gagnants. Si la surface est trop lente et que Alcaraz ne peut pas imposer son jeu offensif, ça va être super difficile pour lui. Oui. Mais Alcaraz peut évidemment battre Sinner. Il y a un challenge de retrouver la place de numéro 1. Il n'est pas impossible aussi, mais là j'extrapole peut-être, mais qu'il soit sorti vite de Paris pour se ressourcer, remettre de l'énergie. Moi je l'ai pensé, je me dis... Ok, il fait un peu du cinéma, tac, mais je pense qu'il a juste envie de rentrer, de se calmer un peu et de terminer en apothéose. Donc attention à Alcaraz sur le Masters. Ouais. Mais alors ça, c'est peut-être complètement faux ce que je raconte, mais je me suis fait cette réflexion. Ouais. Parce que l'année d'Alcaraz, elle est dantesque aussi. Et ce rendez-vous, en fin d'année, il est hyper dur pour les organismes, pour la tête. Et c'est la plus grosse compétition après les 4 grands chelems. Donc, et elle arrive super tard. Ouais. Donc oui, Alcaraz peut le battre. Oui, parce qu'à Paris, il n'a vraiment pas été bon. Il a été sorti, je le rappelle, par Cameron Norrie au premier tour, 4-6, 6-3, 6-4. Et dans ce match, l'Espagnol a commis 54 fautes directes. Donc il était juste complètement à côté de ses pompes. Il revenait d'Arabie Saoudite. Il a joué ce fameux Six King Slam. Jim Courier disait qu'il devrait faire preuve d'un peu plus de maturité dans son calendrier. Je n'ai pas eu l'occasion de t'entendre là-dessus. Parce que moi, j'ai poussé un petit coup de gueule dans le dernier podcast en me demandant comment ces joueurs pouvaient se plaindre de leur calendrier et quand même aller jouer tous ces genres d'exhibitions. Alors oui, il y a des millions à la clé, mais comme tu disais tout à l'heure, à leur niveau, est-ce que maintenant, il ne peut pas faire l'économie d'aller se taper l'Arabie Saoudite juste avant les derniers Masters ? Et surtout que ce tournoi n'a aucun intérêt en termes de points, en termes de classement. C'est juste... du pognon. C'est juste de l'argent. Je trouve que... Oui, ça n'a... Et regarde l'attitude des gars. Zverev, ce qu'il a fait. Tsitsipas, ils ont été pour prendre leur chèque. L'année passée, Medvedev a fait la même chose. Il avait perdu 1-0. 40 minutes. Il va chercher le million et puis il rentre... Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais pour en revenir sur la programmation des compétitions d'Alcaraz... Souviens-toi, en 2023-2024, il avait terminé l'année en grande difficulté aussi. Shanghai, Bercy, le Masters, c'était compliqué parce que sur la deuxième partie de saison, comme ce sont des gars qui gagnent beaucoup, ça a du sens de jouer un tout petit peu moins, comme l'ont fait, mais un peu plus tard sur leur fin de carrière, les Federer et les Djokovic, qui finalement faisaient leur année sur 18, 19, 20 compétitions, mais bien sûr avec la possibilité de les gagner. Alcaraz, il est encore jeune, mais quand même,
Jouer moins, c'est récupérer plus. Jouer moins, c'est avoir de la fraîcheur mentale. Jouer moins, c'est passer plus de temps à l'entraînement pour renforcer ses compétences aussi. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à moins jouer. Jouer moins, c'est gagner plus d'argent aussi, parce que si tu joues moins et que tu es plus frais, tu gagneras plus. Ouais. Donc, bien sûr, ce que dit Jim Courier, c'est enfoncer une porte ouverte. Il doit jouer moins. On verra ce qui va se passer en fin d'année, mais on sait que, et heureusement, il est complètement différent d'un Sinner. Imagine Alcaraz comme un Sinner, ce serait vraiment embêtant. On sait qu'il y a des trous d'air dans ses matchs, pas réellement dans sa saison, parce qu'il est quand même très constant. Mais pour en revenir sur ce dernier gros rendez-vous, je pense sincèrement qu'il peut faire quelque chose de très très bien, parce qu'il aura eu le temps justement de récupérer. Et on va voir si le fait d'avoir sacrifié Bercy va lui donner l'énergie nécessaire pour faire la différence en Italie. Parce que Justine Hénin disait elle aussi que elle a dit, je pense qu'il y a encore du questionnement pour Alcaraz dans des conditions indoor. Donc pour elle, le jeu d'Alcaraz n'est peut-être pas assez... enfin, il lui manque quelque chose en indoor. Tu serais du même avis ? Alors, je suis toujours du même avis de Justine Hénin. Non, mais ce qu'elle dit est toujours très sensé, évidemment. Quand j'ai vu cette phrase aussi, la réflexion, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passerait si le début d'année serait en indoor ? Tu vois ? Parce que là, on pourrait être vraiment objectif. L'indoor vient toujours en fin d'année. Oui. Toujours, les organismes sont fatigués. Tu as une partie au mois de février rien du en tout. Europe. Après l'Australie, ils reviennent et c'est très vite Doha, Dubaï. Tu vois, et puis après ça part aux États-Unis, Indian Wells, Miami. Oui. Tu vois, et puis ça revient en Europe, sauf s'il y en a un ou deux qui m'échappent en début d'année. Mais si tu mets toute cette tournée chinoise, asiatique, toute la tournée asiatique, plus le Masters, plus le Masters 1000, plus le Masters de fin d'année, tu les mets en début d'année, est-ce qu'il serait aussi moins performant ? Moi, je ne sais pas, mais c'est une vraie question. Mais par rapport à son jeu, est-ce que dans son jeu, il y a quelque chose qui pourrait moins bien fonctionner en indoor ? Comme ça, je ne vois pas. Non, parce qu'on a l'impression, quand on met les deux joueurs côte à côte, Alcaraz-Sinner, tu vois que Sinner joue mieux en indoor. Si tu fais une amortie, tu fais une amortie. Ouais. Ok, tu as le vent de face, elle sera peut-être plus efficace, mais si tu as le vent dans le dos, elle sera peut-être un peu plus longue. Donc, il y a moins de stabilité dans le jeu, mais dans l'efficacité tactique, si tu as plus de stabilité, tu as plus de réussite. Mais enfin, mais peut-être je me trompe, mais je ne comprendrais pas. Enfin, il faudrait qu'on m'explique pourquoi son jeu serait soudainement moins efficace à l'intérieur. C'est ce que Justine... ce serait intéressant quand je la croiserai, je lui poserai la question, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir son avis par rapport à ça. Et elle voit certainement quelque chose que moi, je ne vois pas. Quoi qu'il en soit, ça ne lui a pas empêché de remporter l'ATP 500 de Rotterdam. Carlos Alcaraz. C'est celui-là qu'on a oublié. Oui, non, mais je l'avais en tête, mais j'avais du mal à le situer dans le calendrier. Oui, à Rotterdam, mais c'est en mois de février et il l'a remporté. Oui. Donc voilà, un des tournois qui arrivent en début d'année et où Carlos Alcaraz a été très efficace. Oui. Mais bon, Sinner n'était pas là. Bon. C'est un 500, tu vois. J'ai épinglé un petit peu les tops du tournoi de Paris. J'aurais quand même bien voulu avoir ton avis sur ce Valentin Vachereau qui n'en finit plus d'impressionner. Après sa victoire au Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque a enchaîné avec un quart de finale à Paris. Ça lui fait 12 victoires consécutives en Masters 1000 avant d'être sorti assez sèchement d'ailleurs par Auger Aliassime. Mais voilà, au premier tour à Paris, il se paye encore une fois un joueur du top 20, Jiri Lehečka, très très bon joueur, pas une petite victoire en plus, 6-1, 6-3, avant de s'imposer une nouvelle fois face à son cousin Rinderknecht, qui est quand même top 30 mondial. Ce Valentin Vachereau, c'est quand même une énigme sur la planète, 204e mondial, fin septembre, et là il est top 30. Alors je ne sais pas si c'est une énigme, je pense que c'est un peu ce que devrait être le tennis, ou en tous les cas, c'est un bon exemple qui montre que ce sport demande de la maturité, du temps, et du travail. Et Valentin Vachereau, je pense qu'il arrive maintenant tous les voyants sont un peu ouverts, une maturité physique, une maturité tennistique. Il y a eu, quand tu vois son historique, il y a une vraie culture tennis. La maman était prof de tennis. Benjamin Balleret, qui est son beau-frère, et son coach. Alors, évidemment, il y a son cousin, que tout le monde connaît, on a vu les confrontations. Arthur. Donc, il y a une culture tennis. Il y a une maturité qui est un peu plus tardive parce qu'il est parti aux États-Unis, il a fait le collège. Donc, automatiquement, tu ne peux pas arriver à 20 ans, 21 ans. Et donc, ce sont les cases qui s'alignent, qui ont pris du temps à s'aligner et qui, aujourd'hui, sont bien en place. Et puis maintenant, son potentiel peut sortir. Et tout ça a été validé par cette magnifique performance
à Shanghai, où évidemment il sort des qualifs, il gagne le tournoi. Et ça, dans sa tête, bien sûr, c'est quelque chose qui... Il fallait ça pour se prouver qu'il était capable de le faire. Et maintenant, parce que ce qu'il a fait à Paris, c'est encore exceptionnel. Hein. Il fait un magnifique tournoi. Et moi, j'ai regardé un peu les matchs. Son niveau de jeu, il est là, quoi. Donc, on voit qu'il est plutôt stable, plutôt mature dans ses interviews aussi. Et c'est lui qui le dit. Il a dit « Je savais que j'avais le niveau ». Après, ce sport est tellement capricieux et toujours tellement difficile à comprendre qu'on ne comprend pas pourquoi, si tu as le niveau, pourquoi tu ne performes pas. Mais c'est pourtant la réalité. Parce que sur le circuit secondaire aussi... C'est terriblement compliqué. Les conditions de jeu ne sont pas les mêmes. Les adversaires ont le couteau entre les dents. Je veux dire, on n'est pas... Quand on va à Masters 1000, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Les grands chelems, il y en a peut-être... il y a 6-7 tournois qui sont fabuleux. Et le reste, et surtout dans le circuit secondaire, c'est pas la même chose. Donc, il faut retrouver de la motivation tous les jours, tu vois, remettre le couvert. Donc, il a eu une traversée du désert, mais je pense quand même qu'il était, et d'ailleurs les résultats le montrent aussi, en progression constante. Pas de quoi faire la une des journaux, mais un peu meilleur chaque année à chaque fois. Et maintenant, il émerge. On l'avait croisé au BOE Open. On l'a croisé au BOE Open. Il avait été très, très mauvais. Il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est ça. Exactement. Première édition du BOE Open. Il avait reçu une wildcard. Pour les qualifs ou pour les qualifs, exactement. Et je pense qu'il avait perdu premier tour ou deuxième tour qualif. Mais avant qu'il gagne Shanghai, il a un challenger. Il perd contre un gars qui est 250. Oui, mais sa maman a dit, hein, le circuit secondaire est très dur, c'était en lui, mais il fallait que ça sorte, un peu comme une bouteille de champagne qui éclate. Il joue maintenant niveau top 10. C'est vrai que ce circuit secondaire, on ne s'en rend pas compte. Ou alors, par exemple, quand on voit que David Goffin doit parfois retourner jouer dans ces tournois-là, bah, c'est là qu'il galère le plus. Quoi. Alors, attention, quand elle dit « il joue top 10 », jouer top 10, c'est pas frapper comme un joueur du top 10. Jouer top 10, c'est être capable chaque semaine de battre les meilleurs joueurs du monde. C'est ça, être top 10. Hein. C'est pas tout la régularité. C'est la constance. Quoi. D'être capable de faire des résultats chaque semaine. Chaque semaine, battre les meilleurs. Alors, tu es top 10. Bien sûr qu'il a probablement les capacités de l'être sur ses qualités intrinsèques, mais c'est pas que sur les qualités intrinsèques qu'on monte top 10. Non, bien sûr. Donc là, on va voir maintenant un nouveau très beau challenge. De voir s'il va être capable de performer sur tous les meilleurs tournois, parce que c'est ça où l'adversité est dingue dès le premier tour. Oui, parce que tu ne construis pas du tout ton calendrier de la même manière. Non, pas du tout. Déjà, il est imposé, ton calendrier, quand tu es à partir des 50. Donc, tu ne construis pas la même chose. Imposé, tu veux rappeler aux auditeurs Oui, parce que tu es obligé de jouer les Masters 1000 et tu as l'obligation de jouer, je crois que c'est 9 ou 10 tournois, quand tu es top 50. Donc déjà, ça fait presque la moitié de ta saison qui est imposée. Et après, tu vas sur les plus gros. Quoi. Donc tout le monde joue la même chose en fait. Donc tu joues tous les mêmes gars chaque semaine. Ce sera intéressant de voir ce qu'il va faire en 2026, Valentin Vachereau. Comme top, j'avais aussi envie d'épingler sur cette semaine à Paris la fin de carrière de Nicolas Mahut. À 43 ans, le Français a disputé son dernier match en carrière en double avec Grigor Dimitrov. Ils ont perdu au premier tour contre Roger Vasselin et Hugo Nice. Et voilà, il a déposé ses serre-poignets au sol. Il a dit adieu au public lors d'une cérémonie d'hommage. Vous allez me manquer, mais je vous emporte avec moi. Ma passion pour ce sport est éternelle. Il a également rendu hommage à sa femme et à son fils, Nathanaël, 14 ans. Tu es celui qui m'a permis d'aller toujours plus loin. Voilà, le papa de Nicolas Mahut était aussi présent, victime d'un AVC en 2024. Et alors, c'est marrant parce qu'il est devenu pote avec John Isner, avec qui il avait disputé le plus long match de l'histoire du tennis à Wimbledon en 2010. Tu te souviens combien d'heures ? J'étais là, c'est en termes de jours, plutôt en termes d'heures. Hein. En termes d'heures, mais ils ont fait sur plusieurs jours. C'était sur 3 jours, ils ont joué... C'était 68-70 au dernier, c'était ça ? Ça, je ne saurais pas te dire exactement. Je sais que c'était beaucoup, mais... Non, je ne sais plus sur le... 11h05. J'allais dire 12, mais ouais. Incroyable. Hein. Ouais. Et c'était qui avait gagné ? C'était Isner, évidemment. La LED. Ouais. T'étais là, tu disais ? Oui. Je commentais pour RTL TVI. Mais on commentait un autre match. Mais vous suiviez... Oui, mais tout le monde a fini par basculer sur ce match-là qui était irréel. Et maintenant, Mahut, il est coach de Benjamin Bonzi. Exactement. Moi, je les vois tous les jours. Nicolas Mahut, je le connais assez bien parce qu'il s'entraîne évidemment au CNE. Donc, on se côtoie tous les jours et c'est vraiment à l'image du discours, un garçon extrêmement gentil, avec des vraies valeurs, bien éduqué. Ouais. Vraiment une belle personne, quoi. Et dans son discours, ça transpirait. On parle de sa qualité, de tout ce qu'il a fait en double,
Mais en simple, c'était un sacré joueur aussi. Hein. Ouais, donc très belle carrière. Hein. Très belle carrière. En double, il a réalisé le Grand Chelem Mhm. avec Pierre Hugerbert et il a décroché 4 titres ATP en simple et une Coupe Davis c'est en magnifique. 2017. La Coupe Davis, on va peut-être pas en parler. Non, on va pas en parler. En 2017, contre qui? Contre le Brabant. Ah là 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 là, c'était dur hein, ça. C'était dur. Tu en parles parfois, Nicolas, de cette... Non, maintenant, ça chambre un peu, évidemment, parce qu'on va les rejouer, les Français. Ah ben voilà, et puisqu'on en parle, ouais. justement, toi qui es un peu du sang parisien qui coule dans tes veines désormais. On va pas aller jusque-là. Tu as été un peu, avec tes jumelles, faire l'espion pour voir ce qui se tramait là-bas, parce que c'est encore très flou. Hein. Ouais. On a Bonzi qui a été blessé à l'European Open, mais qui était dans la sélection. Arthur Rinderknecht, ça c'est sûr qu'il jouera. Il y a Müller, mais qui n'a pas été annoncé. Il n'a pas mis Corentin Moutet. Très étonnant. Parce que... Archi surprenant et incompréhensible, mais je pense qu'il va rentrer dans l'équipe quand même, puisque c'est quand même le numéro 2 français. Et c'est lui qui a qualifié la France sur le match précédent. Oui, tout à fait. Donc, il avait mis Hugo Humbert, mais qui s'est blessé au dos à balle et qui Ouais. sera donc forfait jusqu'à la fin de la saison. Moutet il va rentrer dans l'équipe, c'est sûr. Oui, mais c'est bizarre quand même qu'il n'ait pas été sélectionné au départ. Très bizarre. Très bizarre. Mpecci n'est pas là non plus. Oui, mais même si, Humbert, il est vraiment très bon. Mais je veux dire, c'est Mpecci, Péricard, Müller, Corentin Moutet, Bonzi. C'est pas des gars qui sont imbattables, quoi, tu vois. Mais non, c'est ça. Donc on a vraiment une bonne chance. Moi, je pense qu'on va s'en sortir. Je dis qu'on a une réelle chance. Je vais mettre même 60-40. Mais c'est plus qu'une chance. Je pense que il faut pas espérer un miracle, tu vois. Si Collignon garde son niveau de performance, on a Zizou Bers qui adore la Coupe Davis et à l'image d'un Steve Darcy qui est capable de se transcender. Non, franchement, moi je suis super optimiste. Comme tu le dis, c'est au moins du 50-50, voire du 55-45 pour nous. Allez, moi je vais jusqu'à 60-40. Oui, mais parce que toi, tu es très optimiste, hein, c'est ça. Donc c'est un bon tirage. Hein. Mais par contre, pour Steve Darcy, donc, il vient d'annoncer la sélection d'Alexander Bloks, vainqueur du plus beau titre de sa carrière la semaine dernière au Challenger 125 de Bratislava. Il est en feu. Ça lui a valu d'ailleurs une importante progression de 18 rangs au classement mondial pour se classer aux portes du top 100 à la 102e place à 20 ans. Il est aussi 5e à la race, donc Masters de la Next Gen. Il va pouvoir y participer. Il a perdu cette semaine à l'ATP 250 de Metz la pire défaite. 7-6 au 3e, 8-6 dans le tie-break du 3e set. Qu'est-ce que tu as comme pire défaite que ça? Ça fait mal, ça faisait 3 heures de match, je pense. Mais bon, bref. Et alors, si tu es Steve Darcy, pour revenir à ma question, tu mets Zizou d'office, tu mets Raph d'office. Qui tu choisis? Ça dépendra de l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'un joueur va mieux correspondre à un type de... Oui, c'est ça. Tu vois, les gars, Corentin Moutet, il n'est pas facile à manipuler, mais il est quand même... tu vois, il défend très bien. Mais si tu l'attaques, tu vois, en revers notamment, il y a des choses à faire, quoi. Tu vois, peut-être que Zizou Bers contre un Moutet, s'il est hyper offensif, sera peut-être plus efficace qu'un Collignon qui va le jouer un peu plus du fond et qui risque de se faire un tout petit peu endormir, tu vois. Je dis n'importe quoi, hein, mais, ou inversement, tu vois. Donc ça veut dire que Steve, il les connaît très bien. Donc le choix, il se fera en fonction de... D'abord, Steve va voir l'équipe adverse, ça c'est sûr. Et après, tu as le premier joueur, le deuxième joueur. Après, tu peux pas faire non plus n'importe quoi. Hein. Tu dois respecter le ranking. Hein. Donc, mettre un gars parce que... non, la Coupe Davis, c'est très particulier. Et il y a une semaine de préparation avant. Et cette semaine, elle ne sert pas à juste enfiler les perles, tu vois. Donc, c'est savoir qui est bien, qui est en forme, qui n'est pas blessé, qui se sent capable. Donc, il y a Steve et toute son équipe. Ils seront là pour être à l'écoute et voir qui est susceptible de pouvoir faire le travail. C'est multifactoriel, une sélection. Tu vois, Alexander Bloks, hyper bon, hyper efficace, mais un jeu quand même très défensif, tu vois. Oui. Si on a besoin d'un attaquant, j'irai pas mettre un Bloks. Un Bloks contre Corentin Moutet, il risque de tricoter un peu. Donc voilà, il faut... Mais bon, on a des options, c'est fabuleux. Ouais. On a une belle équipe, homogène, on a des options. Il faut être optimiste. Hein. Ouais. Et on n'en a pas parlé, mais par rapport au double, les Français n'ont plus vraiment de paire. Non, juste. Et on a peut-être l'avantage du double où nous, on a une vraie paire. Oui, juste. Qui ne jouent plus ensemble. Non, mais bon, qui sont capables de faire, sur un événement comme celui-là, de se reconnecter
et de faire le travail. Et pour clôturer cette page Coupe Davis, Phil, David Goffin, il n'ira pas à Bologne. Il était question peut-être le sélectionner, ne fût-ce que pour son expérience, pour tout ce qu'il peut amener à cette jeune équipe belge. Bon, là, il s'est blessé malheureusement encore une fois en fin de saison. C'est peut-être la dernière fois qu'il pouvait jouer en Coupe Davis avec Steve. Je ne sais pas si on peut imaginer le voir en 2026. Pourquoi pas, puisqu'il a décidé de continuer, tu vois, Oui. et de repartir et de remettre le couvert l'année prochaine. C'est un peu triste pour Steve, parce que je pense que Steve voulait vraiment l'avoir au moins une fois dans son équipe. Et donc, et bien sûr qu'avoir un David Goffin dans l'équipe, même un peu diminué, en termes d'expérience, de partage d'expérience pour les plus jeunes, c'est hyper précieux. Voilà, ça ne se met pas, c'est dommage pour l'ensemble de l'équipe, mais de nouveau, pour rassurer Steve, même s'il n'a pas besoin d'être rassuré, ils font le travail sans David. Et ils ont fait le travail sans David. Donc, ils vont continuer à le faire. Avoir David aurait été un plus. Bien sûr. C'est pas le cas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il continue. La bonne nouvelle, c'est qu'il continue. Il va redescendre un petit peu au classement. Il sera au qualif à l'Open d'Australie. C'est... Oui, mais si il retrouve de l'énergie, de l'enthousiasme, de la motivation, qui se retire un peu de pression, tu vois, qui est juste dans la joie de jouer, il peut se relâcher et son niveau est encore là. Hein. Ouais. Je m'étais demandé si tu avais vu cette intervention que j'avais postée sur mes réseaux sociaux de David après sa défaite contre Komesana à l'European Open. Là, on l'a jamais vu comme ça. C'était terriblement dépressif, négatif. Ça faisait mal au cœur. Alors on sait que David, c'est pas le plus expressif derrière un micro, mais là, c'était particulièrement sombre et noir. Oui, mais par rapport à ce qu'il expliquait, il disait... on passe plus de temps finalement à travailler mon tennis, on passe plus de temps à discuter de comment je vais vaincre mes démons. Je me demande ce que toi, imagine, tu es son coach mental, qu'est-ce que tu trouves comme mot pour le ramener sur le chemin, quoi? Je pense qu'il y a pas, c'est lui qui doit faire, comme à chaque fois, tu vois, tu peux ouvrir des portes, mais à un moment donné, il faut que le joueur y ait une prise de conscience et quelque chose qu'il mette en place pour défaire ses nœuds ou débloquer ce qui freine. Moi, je pense juste qu'on est tous changement, on est tous évolution et qu'à un moment donné, c'est possible que ça fonctionne. Je ne sais pas ce qu'il va mettre en place et ce qui va se passer dans sa vie qui fera qu'il va prendre un peu de recul et qu'il sera plus dans cette notion de plaisir. Parce que ma foi, il n'a plus rien à prouver. Personne ne l'attend. Il a gagné sa vie, il a fait le travail. À partir du moment où il n'y a vraiment plus que cette notion finalement de prendre du plaisir à faire les choses, en théorie, ça devrait, à un moment donné, peut-être l'aider à se relâcher. Mais bien sûr que ce n'est pas suffisant, parce que sinon, il le ferait. Il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Ouais. Donc, il y a autre chose. Est-ce que c'est de l'usure aussi? Tu vois, c'est aussi comme... c'est une image un peu stupide, mais qui me passe par la tête. C'est une voiture qui a 250 000 km, tu vois. Alors, il a envie de rouler vite, mais il y a l'usure des pièces qui sont là et qui fait que la voiture, elle n'avance plus comme on aimerait. Même si on adore la voiture, tu vois. Mais il y a ça aussi, parce que David, quel âge il a, David? 34. 34 ans, ça fait plus de 20 ans que sa vie, c'est jouer au tennis, c'est se réveiller le matin pour ou s'entraîner ou faire un match de tennis. Donc il y a, je pense, une certaine fatigue. Oui, mais il dit que ça l'amuse encore. Oui, mais alors, peut-être qu'il se ment, tu vois, parce que si ça l'amuse encore, tu ne subis pas les choses comme tu les subis. Là, sur cette fin d'année, et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ça ne va pas, quoi. Donc... Non, je ne crois pas qu'il s'amuse, moi. Non, quand il subit ce genre de défaite, non. Mais juste avant, il battait Muller, il battait Shelton. Voilà, il a battu Medvedev. Donc, probablement que c'est le contexte qui fait qu'il s'amuse. Et peut-être que c'est le résultat qui fait que je joue bien, donc je m'amuse. Je joue pas bien, donc je ne m'amuse pas. Mais in fine, c'est pas la situation idéale. La situation idéale, c'est je m'amuse. Et le score ne vient pas influencer le fait que je prenne du plaisir ou pas du plaisir. Je suis dedans et je profite. Je gagne, c'est super. Je ne gagne pas, il y en a un la semaine prochaine. Mais je suis dans la notion de plaisir, importe peu. Je laisse pas le jeu dépasser l'enjeu. Je ne laisse pas l'enjeu dépasser le jeu. Oui, que le jeu... Oui. On m'a toujours appris. Non, mais c'est vrai, oui, c'est une petite phrase que j'aime bien, c'est que le jeu est plus important que l'enjeu, et c'est la réalité. Revenir dans le plaisir du jeu. Et je pense que David, il adore jouer. C'est qu'il remet une couche en 2026, c'est qu'il adore jouer au tennis.
Enfin, plaisir de jouer quand tu te retrouves en Italie, dans le fin fond du truc, dans un gymnase, à jouer le 256e mondial. Je suis pas sûr que tu aies vraiment le plaisir du jeu qui... Ben, demande à Stan Wawrinka, je suis pas d'accord avec toi. Stan, c'est ce qu'il dit. Ouais. Il dit, mais foutez-moi la paix. Ouais, j'ai gagné 4 grands chelems, oui, j'étais top 3 mondial, et je joue des tournois de quartier, mais je m'éclate, j'adore ça. Ouais. J'adore jouer au tennis, j'adore être dans la compétition, et je fais des petits tournois, je fais des tchals, et puis ok, et personne comprend pourquoi je le fais, mais moi je sais pourquoi je le fais, parce que j'adore ça, et je m'éclate. Mais David n'a pas vraiment ce discours-là. Zéro. Il est loin de ce discours-là, David. Ouais. Mais ce serait peut-être intéressant qu'ils aillent prendre un café ensemble, tu vois, et que Stan lui dise soit tu le fais avec cet état d'esprit, et tu as le respect de l'ensemble du circuit, de l'ensemble des gens par rapport à ta carrière, et viens avec moi, tu vois, et on va jouer au tennis, quoi. Et après, le résultat, on verra bien. Enfin, j'en sais rien, c'est compliqué, hein, mais je donne la leçon à personne ici, hein, Christelle, non, tu vois. C'est juste très compliqué de dire ce que tu dirais ou ce que tu pourrais faire. Ouais. David est un personnage très intelligent et qui est aussi un personnage complexe, tu vois. Énigmatique. Oui, il est assez énigmatique, tout à fait. Donc, je pense que très peu de gens sont... il ouvre à peu de gens la possibilité de franchir la carapace, tu vois. Oui, il y en a très très peu qui peuvent rentrer. Et uniquement ceux qui peuvent rentrer peuvent, à mon avis, l'influencer en bien. Je ne fais pas partie de ces gens-là, moi. Pour terminer sur la Coupe Davis, sachez que C'était podcast sera bien évidemment à Bologne. Félicitations, Christelle, c'est fantastique. Donc voilà, on va suivre ça de près. Je serai là la veille du premier match pour suivre les conférences de presse. Du coup, je pourrais vous proposer des interviews des Français aussi. Et voilà, je suivrai ça de très près. Donc si vous voulez, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était podcast, soit Facebook, soit Instagram, parce que les interviews, je les pose généralement là-dessus. Les podcasts, après, c'est plus de l'analyse, mais venez me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Phil, le temps passe comme pas possible, donc il nous reste quelques minutes. Pour une fois, les filles vont être un petit peu défavorisées, mais ça nous arrive plus souvent de parler des filles que des hommes. Mais on va quand même évoquer ce Masters féminin qui est en train de voir briller Elena Rybakina. Elle a tout... raflé sur son passage. Ces matchs de poule, elle a battu, elle a tout gagné. Donc elle bat Iga Swiatek 6-0 au 3e. Ensuite elle bat Alexandrova. Puis elle bat Anisimova 6-3, 6-1. Puis elle bat Pegula 6-3 au 3e. En demi et maintenant elle joue. Sabalenka, en finale, impressionnant. Impressionnant. Et Sabalenka, le parcours de Sabalenka qui va la retrouver en finale, a lui aussi été impressionnant, assez éblouissant. Paolini, 6-3, 6-1. Pegula, 6-3 au 3e. Coco Gauff, 7-5, 7-6, 6-2. Anisimova, 6-3 au 3e. Donc aussi invaincu. Ça va être chaud la finale. Hein. Ah, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Moi, j'avais mis une petite pièce sur Anisimova. Ah oui. Pour la fin d'année, je m'étais dit, elle va peut-être... Bon, elle a fait une année exceptionnelle, un peu de fatigue peut-être. Elle est 4 au monde. Hein. Termine l'année 4, c'est exceptionnel. Et c'est chouette parce qu'elle va rentrer là dans le... Ça va mettre un peu plus de variété entre Uniga, Rybakina, on sait, mais qui avait eu un petit coup de mou pendant l'année. Termine assez bien, elle gagne le 500 en Chine là. Ningbo. Donc là ici on verra bien. Donc elle termine assez bien. Mais donc Rybakina, Sabalenka, Iga Swiatek. Ici maintenant Anisimova. Si on a peut-être une Coco Gauff aussi, donc ce serait bien d'avoir 6, 7, 8 filles du même niveau. Mais Rybakina, elle m'étonne. Elle vient d'enchaîner 10 victoires, dont les 4 dernières sont sur des joueuses du top 10. Et c'est sa 6e victoire cette année sur des joueuses du top 10. Mais j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup entendu parler pendant l'année. Exactement. Elle a fait une année un peu moyenne, mais bon, elle est là. Elle était un peu moins constante, mais il y a eu toute cette histoire avec son coach ici. Tu vois, ça a remis, à mon avis, hors du terrain, il y a des petites choses qui tournent pas toujours comme il faudrait. Mais bon, sur le terrain... Quand elle fait parler le jeu, elle est exceptionnelle. Hein. Et Swiatek qui a été battue. Et un 6-0 encore, hein, tu vois, c'est bizarre hein, ça. C'est pas la première fois qu'elle prend des 6-0. Je trouve ça vraiment surprenant. Moi, c'est un drôle de score quand tu vois son niveau de jeu. Elle doit avoir aussi des gros trous d'air quand même. On parle des trous d'air d'Alcaraz, mais chez Iga, c'est la même chose. Hein. Oui, tout à fait. Et contre Rybakina, c'est vrai, elle avait pris en plus le premier set. Et puis après, elle perd 6-1, 6-0.
Mais ce sera intéressant, cette finale. Et alors, on va quand même préciser que Elise Mertens est de nouveau en finale avec sa partenaire Kudermetova, qui vont jouer Babos Stéphanie. Mais elles ont déjà éliminé les paires les plus redoutables, puisqu'elles ont battu Townsend et Siniakova. Juste. Et donc, elles sont favorites pour cette finale. Elles avaient déjà gagné au Texas le Masters en double en 2022. Pour moi, elles vont ressoulever le trophée. Et c'est fabuleux parce qu'elles ont fait une saison exceptionnelle. Kudermetova et Elise Mertens. Là aussi, dommage, Elise Mertens, Fed Cup. On parlait de David tout à l'heure, mais... Oui, sauf que David s'est souvent montré disponible pour la Coupe Davis. Oui, évidemment, ce qui n'est pas le cas d'Elise. Ce qui n'est pas on va pas se mentir. On ne va pas comparer. Non, mais je ne compare pas Elise Mertens à David Goffin sur l'engagement national, mais en termes de partage d'expérience, quand tu vois la jeunesse de notre équipe de Fed Cup, on n'a que des gamines. Oui. Tu mets une Elise Mertens. Ce qui est sûr, c'est que ça nous fait de toute façon 2 points. Enfin, tu mets Elise, tu alignes Elise. Ici, on va aller le week-end prochain jouer les playoffs en Billie Jean King Cup face à l'Allemagne et à la Turquie, les 15 et 16 novembre à Munich. Tu mets Elise, c'est 2 points assurés, en simple et en double. Voilà. Cela dit, ce sera Grete Minen qui portera l'équipe avec Hanne van de Winkel, Sofia Kostoulas et Yelin Van Drom, vainqueur du Masters Junior il y a une dizaine de jours. Magnifique. Yelin, elle fait une super saison. Elle avait gagné l'US Open Junior. Et alors, il y a Magali Kempen qui est désormais 71e en double. C'est tout à fait jouable pour l'équipe belge puisqu'elles seront face à l'Allemagne dont la première joueuse est Eva Liss. Il y a Tatiana Maria, Laura Sigmund. Et puis la Turquie, dont la première joueuse est 113e mondiale, Sonmez. Qui joue bien, attention. Ouais. Elle a un peu chuté, mais c'est une sacrée adversaire. Oui. C'est l'occasion de remonter dans le groupe mondial pour les filles de Wim Fissette. Et malheureusement, ça se joue en même temps que la Coupe Davis. Donc moi, j'aurais bien voulu aller à Munich. Mais le week-end, c'est le jour où je pars à Bologne. Donc c'est très mal foutu aussi, cette histoire de calendrier. Pour les journalistes en tout cas. Voilà, c'était la conclusion de ce podcast. Merci beaucoup Phil d'avoir pris tout ce temps. Merci Christelle. On a rattrapé le temps perdu. Oui, tout à fait. Et j'espère que tu pourras très vite remonter sur les terrains avec Moïse, en tout cas pour 2026. Certainement, on commencera l'année un peu avant, fin 2025, en décembre, sur les 15 000 de Sharm el-Sheikh ou de Monastir. Mais je retiens une chose de notre podcast, en tous les cas, et je vais essayer de garder ça sur cette saison 2026, c'est de garder de la joie. Voilà, c'était la pensée du jour et la conclusion. De rester en joie, pardon. De rester en joie. Merci Phil pour tes mots toujours très importants pour notre cœur. Et passez une excellente fin de journée, de week-end, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Merci d'être à l'écoute. Si vous avez apprécié notre échange, eh bien parlez-en autour de vous à vos copains qui aiment le tennis et vous ferez de moi la plus heureuse des podcasteuses pour me permettre de me développer encore et de pouvoir continuer à parler tennis en 2026. Je voulais aussi dédier ce podcast à Laurent Van Rippingen, qui était un homme passionné qui avait lancé le magazine Court. Il est décédé le 31 octobre et toute la famille du tennis pense très fort à lui. Je voulais terminer ce podcast par ces mots. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt. Ciao, ciao.